Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlerons à présent du Bénin. 3 des 5 Nigériens arrêtés, inculpés et déposés. Depuis un moment, les relations sont devenues de plus en plus tendues entre le Bénin et son voisin, le Niger. Entre autres, cette demande d'ouverture des frontières de la part du Bénin, côté nigérien, et aussi les questions concernant le pipeline qui devait acheminer le pétrole nigérien au port de Sémékodji au Bénin. Les deux pays ont affiché des positions divergentes sur les questions, et ce qui a créé un grand froid dans la relation entre ces deux pays. La semaine dernière, le Bénin a annoncé officiellement avoir arrêté 5 ressortissants ou 5 Nigériens sur cette plateforme de Sémékodji. Ils sont accusés d'être entrés illégalement sur cette plateforme. Ils ont été présentés au juge d'instruction ce jeudi. Finalement, 2 ont été libérés et 3 inculpés et déposés. On attend leur procès ce lundi. Nous en parlons avec nos invités. Je voudrais bien commencer par vous, Dieudonné Sewonou. Le Bénin a donc présenté ces 5 Nigériens au juge d'instruction en attendant un procès lundi. 3 sont inculpés, 2 sont libérés. Vous savez, docteur, moi j'ai du mal à mener des analyses sur des bras de fer ou alors une sorte de bras de fer qui s'installe entre 2 pays frères, 2 pays africains. Parce que qui parle du Niger parle du Bénin, qui parle du Bénin parle du Niger. Et qu'une situation continue par... on va donc oublier les pays et parler des faits uniquement que des faits. Malheureusement, on ne peut pas dissocier les faits des pays. Et quand je l'ai toujours dit ici, que l'Afrique est un petit village où il n'y a que des quartiers qui sont des pays dont nous parlons. Et pourtant, non, c'est une façon de parler. Et pourtant, malheureusement, ceux qui nous ont balancé ces frontières sont plus unanimes et humains que ce que nous sommes en train de faire ici et nous nous déchirons, malheureusement. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement au Bénin, ou alors qu'est-ce qui se passe avec des ressortissants nigérians entrant, dit-on, illégalement? Comment est-ce qu'on définit l'aspect illégal de l'entrée de ces Nigérians sur le sol béninois ou alors sur la plateforme de Sémékodji? Là me pose énormément de questions. Alors, jusqu'à ce qu'on ne trouve que ces gens-là, de leur entrée, ils seraient en train de préparer une déstabilisation du pays. Ouf, moi ça me pose énormément de questions. Pour vous, ces allégations de participation supposée sont trop fragiles. Je ne pense pas, ou alors je ne vois pas 3 personnes, ou alors 5 personnes, d'ailleurs, non armées, venir déstabiliser tout un État et qu'on porte ces allégations jusqu'à les amener au jugement. En tout cas, nous attendons de voir ce qui sortira de ce jugement, mais tout le monde connaît le fond de ce dossier. Eh bien, c'est des monnaies qui se rendent d'État à État. Et moi, je trouve que les choses ne doivent pas évoluer comme ça, ne doivent pas rester comme ça. Il y a lieu quand même que chacun de ces pays revienne à de meilleurs sentiments et se retrouver véritablement autour de la table comme étant des enfants d'un même père, échanger dans un grand respect et dans une grande humanité pour trouver des solutions adéquates. Ce qui arrive aujourd'hui au Bénin, de par le Niger, profitera à toute l'Afrique. Lorsqu'on parle du gaz, lorsqu'on parle de cet acheminement, cette matière précieuse pour toute l'Afrique, qui doit malheureusement être séquestrée au nom d'une querelle qui ne dit pas son nom, engendrée par une fragilité de la CEDEAO qui continue pas à faire son chemin entre ces 2 pays. Je me dis, il est grand temps qu'on revoie au mieux les choses pour aller autrement. J'ai du mal toujours à parler de ce sujet. Je ne dirais pas le Bénin fait très mal, le Niger fait très mal. J'en appelle plutôt à la conscience d'hommes d'État de ces 2 pays-là à trouver une solution assez intéressante et humaniste. Merci beaucoup. À vous, Dieudonné Sewonou, je reviendrai à vous tout à l'heure pour qu'on parle de l'aspect procès. Mais bien avant, Dominique Lacmo, 3 Nigériens sont inculpés, ils sont arrêtés et déposés après avoir été interpellés à la plateforme de Sémékodji la semaine dernière. C'était un mercredi où on annonçait, le Bénin a annoncé avoir arrêté donc ces Nigériens qui se seraient de façon illégale, selon le Bénin, introduits sur cette plateforme. On leur reproche d'avoir falsifié ou peut-être des documents ou d'être illégalement entrés de façon globale sur cette plateforme. On attend leur procès lundi. Malheureusement, c'est ce qu'on constate, mais je suis d'avis avec l'analyse de Dieudonné Sewonou qui nous met pas
dans notre pot d'humanité africaine, c'est-à-dire que nous avons perdu certaines valeurs au détriment de ceux-là qui nous ont situés, ici c'est le Bénin, ici c'est le Niger, le Togo, alors que l'Afrique constituait déjà avant leur arrivée tout un ensemble d'hommes, on était que presque les frères les mêmes. C'est ces gens-là qui sont venus nous délimiter les frontières. Aujourd'hui, ils utilisent ces mêmes frontières pour nous manipuler, pour nous cogner l'un contre l'autre, et ça les profite. Si nous analysons ce qui se passe entre le Bénin et le Niger, je ne sais pas si ces situations-là profitent à qui. Il faut vraiment qu'on aille vers un apaisement total. Et je pense que ce qu'il faut faire d'ailleurs, c'est les deux dirigeants puissent s'asseoir véritablement discuter et que si vous voyez comment les choses ont commencé, il faut d'un autre côté chacun puisse mettre de l'eau dans son vin. C'est trop malheureux de voir que pour une question je sais pas, de coup d'État qui a été perpétré et suivi des sanctions, aujourd'hui tout semble être dans la calmie, mais deux pays frères se livrent à ce genre de situation, en commençant par la séquestration du pétrole nigérien qui a été séquestré par le Bénin pour des raisons de l'ouverture des frontières. À ce niveau, moi j'interpelle les autorités nigériennes à un moment. C'est-à-dire qu'on prend la personne, c'est vrai, c'est une méfiance à quelqu'un qui vous a menacé de vouloir vous... en quelque sorte, parce que on a vu les positions du président Talon dans la communauté CEDEAO qui a voulu aller en découdre avec le président de transition, je sais pas, avec le président Tiani, qui est actuellement à la tête du Bénin, et cette situation a créé... à la tête du Niger, et cette situation a créé des méfiances, d'accord? Tout le monde le sait. Mais à un moment où on a pris des résolutions, il faut que chacun puisse mettre l'autre à l'œuvre. Pourquoi le Niger n'a pas totalement accepté ouvrir ses frontières au Bénin, alors que lui n'avait fait le premier pas d'accepter ouvrir ses frontières? De ce moment-là, mais passant de rentrer dans les fonds du sujet en disant qu'il y a certaines forces étrangères du Bénin qui sont prêtes à déstabiliser le Niger, mais en réalité, il faut que le Niger puisse ouvrir ses frontières. Et voir si, est-ce que, aux yeux de tout le monde, est-ce que le président du Bénin est vraiment prêt à aller à servir sa base pour qu'on puisse déstabiliser le Niger? Tout le monde, je pense que toute la communauté, que ce soit africaine et internationale, serait à témoin. Aujourd'hui, cette situation met en mal la cohésion des deux peuples frères. Sincèrement, il faut qu'on trouve un issue favorable pour essayer de résoudre ces problèmes-là. Comme l'a dit CONU, je ne vois pas en quoi 5 personnes et sont venus déstabiliser tout un pays. Et aussi, dans l'autre sens, quelle était l'intention de ces 5 personnes en rentrant avec des faux badges dans un pays où ils se sont fait attribuer d'autres personnalités. Le Bénin accuse par ces 2 personnes qui ont été déposées, qui font partie du conseil. Ce sont des militaires du CNSP, comment on les appelle? Des agents du CNSP. Est-ce que c'est vérifié? Si ces informations-là sont vérifiées, à quelle fin ces personnes-là se retrouvent sur le territoire sous la forme masquée? Il faut qu'on analyse aussi cette situation. Pourquoi ces 2 pays frères se jouent à ce genre de jeu? Quelle est l'intention l'un de l'autre? Il faut que vraiment que les 2 dirigeants puissent s'asseoir et discuter avec la collaboration. C'est vrai qu'on a une communauté internationale qui prend des positions avec des gens à qui ils font confiance pour qu'on puisse trouver une issue favorable à cette situation. Merci beaucoup à vous, Dominique. Alors, Eric Johnson, 3 des 5 Nigériens arrêtés au Bénin ont été finalement inculpés et déposés. On attend leur procès ce lundi. À la base, ils étaient 5, donc comme je le disais, à être arrêtés à la plateforme. Ils sont accusés de s'être introduits de façon illégale sur cette plateforme-là. Ils se défendent, eux, plutôt d'être venus par les voies légales, d'ailleurs d'être passés par l'aéroport. Et donc, on attend que le procès situe les responsabilités le lundi prochain. Alors, je vais aller droit au but en disant que lorsque vous arrivez, vous êtes employé par une structure, une société de la trempe de WAPCO,
Ça veut dire que quand vous quittez le Niger pour aller travailler sur le site qui se trouve au Bénin, c'est que vous avez un ordre de mission. Alors ce qu'on leur reproche aujourd'hui, c'est de n'avoir pas d'ordre de mission et d'être... continuer le protocole. Et justement, ils étaient arrivés effectivement par voie aérienne, ils sont arrivés en tant que citoyens nigériens et non travailleurs de cette structure-là qui pose déjà un problème entre le Bénin et le Niger. Ce dont on les accuse en réalité, ce n'est pas le fait de s'introduire tout simplement sur le site, mais d'avoir une intention de saboter on parle carrément. De c'est ça qui surprend la plupart des analystes. En réalité, quand on parle de déstabilisation pour 5 personnes qui ne sont pas armées, comme le disait Dieudonné tout à l'heure. Déstabiliser quoi? Du Bénin, parce que quand vous suivez ses propos, c'est pour ça que j'explique. C'est pour ça que j'explique en disant qu'en réalité, c'est pour saboter le pipeline, les infrastructures. Pourtant, ce qu'ils ont dit ne se limitait pas apparemment au pipeline. Oui, je crois que, vous savez, quand il y a une situation de crise, l'on profite toujours pour spéculer. Donc je crois qu'il y a eu beaucoup plus de spéculation autour de l'acte posé par ces Nigériens. C'est vrai qu'il y a eu une situation de crise à la suite des raisons de fermeture, d'ouverture ou non des frontières et tout ça. Mais je crois que fondamentalement, les deux pays doivent regarder ce qui se passe au sein de leur population. Parce que cette situation n'arrange pas du tout les populations du Nord Bénin, aussi bien que les populations du Sud du Niger. Donc, si on doit toujours s'attarder à une situation, soit d'accusation, on accuse le Bénin d'avoir une base française qui a pour mission de déstabiliser le Niger, mais le Bénin profite pour dire que vous avez introduit des gens sur mon territoire également pour nous déstabiliser. Voilà, c'est en quelque sorte la raison, la réponse du berger à la bergère. Et je crois que ce n'est pas une bonne chose dans une Afrique qui se cherche encore aujourd'hui. Et comme l'ont dit mes prédécesseurs, je crois qu'il faut tout faire pour trouver une situation atténuante à tout le monde et décider de s'asseoir pour discuter fermement de ce qui se passe là. Parce que, en réalité, je ne vois pas le Bénin en train de chercher à déstabiliser le Niger et vice-versa. Je crois que chaque pays a ses réalités, mais ce qui nous unit est plus grand que ce qui nous divise. Parce que, en réalité, eux tous, ils disent, nous travaillons pour la population. Mais c'est ces populations qui nous unissent beaucoup plus. C'est ce que je pense de cette situation. Alors, on attend qu'un procès puisse situer les responsabilités ce lundi, juste que au moment où le Bénin, entre-temps, avait affiché une certaine position de conciliation en se montrant disposé au dialogue avec le Niger, le président Talon avait d'ailleurs dit qu'il a envoyé l'un de ses émissaires, l'un de ses ministres qui s'était rendu au Niger tout récemment et qui n'a pas été reçu par le général Tiani, à ce qu'il transmette en main propre une lettre de sa part au général Tiani où on se trouvait, où on s'imaginait
dans un processus d'apaisement de la part du Niger. Qu'est-ce qui explique ce brutal changement de position, ou comme Eric l'explique, on se retrouve dans un scénario selon lequel, comme on nous accuse de déstabilisation, nous aussi nous accusons de déstabilisation. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pour que le Bénin et le Niger soient arrivés à une telle situation, je donne? Non, c'est en cela je parle de la responsabilité plutôt de chacun de ces deux États. Hein. Le Bénin, en procédant ainsi, je ne veux pas prêter d'intention aux autorités béninoises, mais cela semble que quelque part l'on veut laver ce qu'on appelle un affront. Avoir rejeté la main tendue du président béninois Patrice Talon par l'envoi de son émissaire qui a été refusé d'accès au président Tiani. Alors c'était une sorte d'humiliation. Et donc pour le Bénin, il y a lieu d'avoir encore la main sur la gâchette et puis jouir de son cran face au Niger. Mais je trouve que le Bénin, en optant pour un changement de ton, entre-temps, en écoutant Patrice Talon, je me dis, voilà, le président béninois a voulu revenir à la raison africaine, à l'unité africaine et bâtir quelque chose qui soit beaucoup plus concret que ce à quoi la CEDEAO, dans le boule dans laquelle la CEDEAO les avait enrôlés entre-temps. Il y a lieu de changer de discours et de comportement vis-à-vis du pays frère, du pays voisin qui est le Niger. Mais il faut comprendre que les bouchons ont été poussés très loin avec le Bénin en matière d'intervention militaire et beaucoup de soupçons ont été beaucoup plus emmagasinés à l'encontre du Bénin. Et donc, il n'est pas aussi simple et aussi facile que ça que le Niger s'ouvre aujourd'hui à celui qui considérait hier comme étant son gourou de venir se jeter dans son bras. Donc, je me dis, il appartient au Bénin peut-être de gérer cette crise avec beaucoup plus de tact. Le président béninois est un président démocratiquement, entre guillemets, élu et donc est au pouvoir avant la prise de pouvoir des militaires. Les militaires étant qui ils sont, lui, en étant civil, doit avoir beaucoup plus de stratégie pour contourner cette situation et faire asseoir la raison et beaucoup plus de sagesse. Je pense qu'il a commencé, sauf que les pressions peut-être de part et d'autre l'ont beaucoup plus encore poussé dans d'autres stratégies. Par exemple. Non, je ne saurais le dire. Quand je parle de pression, vous avez été humilié quand même. Hein? Il en fait de trop. De toutes les façons, montrez-lui quand même, vous êtes un État souverain, mais vous pourrez vous passer du Niger et tant de choses. Alors, lorsque vous écoutez des trucs comme ça, on est humain. Et le président béninois serait tenté peut-être de frapper du poing sur la table et les choses ne feront que tomber. Alors que quand les choses tombent de cette table-là, ce sont des populations nigériennes qui en payent les pots cassés. Ce sont des populations béninoises qui en payent les pots cassés. Et donc, maintenant, organiser un procès pour soit situer des responsabilités en étant déstabilisateur ou non, nous entendons de voir, ce n'est que lundi, on va voir concrètement les preuves qu'on retient contre ces agents-là qu'on trouve d'espionnage ou alors d'espions ou alors de déstabilisateurs ou alors de saboteurs, je ne sais pas. Lundi, peut-être, les verdicts du juge nous donneront raison. Alors, Eric, qu'est-ce qui explique que finalement le Bénin, qui avait pris une certaine posture de pays ouvert au dialogue, est disposé, il a déclaré officiellement, à respecter sa part du contrat, à tout faire pour que ce projet de pipeline puisse marcher, que du jour au lendemain, on se retrouve dans une position, comme vous l'avez dit, nous ont accusés de déstabilisation. Nous aussi, on saisit toutes les opportunités pour les accuser de déstabilisation. Non, mais ce sont les frustrations. Parce que lorsqu'on dit tout le temps, oui, évidemment, parce qu'il y a eu trop d'accusations. On dit tout le temps le Bénin a des terroristes sur son territoire qui vont opérer au Niger et que mais oui, aujourd'hui le nœud du problème c'est cette société WAPCO qui tire le pétrole du Niger. Mais
pourquoi alors, si vous pensez que le Bénin va envoyer des gens pour déstabiliser votre pays, pourquoi vous envoyez des travailleurs de cette société-là sur son territoire sans avertir les autorités que bon voilà, ils vont pour une mission? Je crois que le Bénin est en train de profiter d'une petite erreur administrative pour régler des comptes au Niger en se basant sur le flot d'accusations qu'il a reçu depuis le début de cette crise-là. Oui, le Bénin avait pris position pour que l'on aille même au combat contre le général Tiani et sa troupe qui ont fait le coup d'État pour arriver au pouvoir au Niger. Mais après, il y a eu des discussions au sein de la CEDEAO et il a été mis de côté cette posture-là, cette tendance et guerrière là, et tout le monde a compris. Mais aujourd'hui, revenons au sein de notre communauté et travaillons ensemble. C'est ce que ça veut dire. Tout le monde a ouvert ses frontières pour les autres. Mais pourquoi on bloque le Bénin, soit disant que le président béninois a été trop loin dans ses propos, il est jusqu'au boutiste, etc. Mais voilà, ouvrez les frontières tout simplement et restons comme nous avons toujours été. Je crois que c'est le trop de frustration qui fait aussi prendre des positions un peu plus radicales au Bénin. Merci beaucoup. À vous, Eric. Alors, Dominique Lacmon, selon vous, qu'est-ce qui explique ces changements, comme je le disais, de la part du Bénin, qui, entre-temps, il y a de cela juste quelques semaines, s'était montré plus disposé à une solution, à trouver une solution à cette crise, plus engagé à respecter sa part du contrat, tout faire pour que cela marche, pour qu'il n'y ait pas de frustration entre les deux pays, et que du jour au lendemain, on se retrouve à arrêter des Nigériens, et ce serait introduit, selon la version béninoise, de façon illégale sur cette plateforme, et qui finalement se retrouve devant les juges. Oui, parce que de l'autre côté, on en fait de trop. C'est vrai, il faut qu'on puisse situer les gens, mais attends, c'est vrai que on le dit, dans la crise profonde, Patrice Talon s'est montré très virulent vis-à-vis des militaires qui ont pris le pouvoir par la force, et c'était vraiment un acteur clé de ceux-là qui voulaient appliquer les lois de la CEDEAO. Mais à un moment, si quelqu'un s'est retrouvé, c'est vrai, comme on le dit, nous sommes africains, nous pouvons commettre des fois des erreurs, et après on se les corrige, et puis bon, on se remet ensemble pour continuer la vie. Patrice Talon est revenu se montrer aux yeux du monde que vraiment aujourd'hui, il est prêt à reprendre les relations avec son voisin. Mais lui quand même, il s'est montré quand même cet esprit d'ouverture. Mais de l'autre côté, on est resté ferme. Quand on reste ferme, c'est pour dire, c'est comme on n'a pas besoin de l'autre. Et au même moment, vous restez ferme sur votre décision. Vous restez vous gardez vos frontières fermées. Au même moment, vous demandez qu'on les ouvre pour que vous fassiez rentrer votre pétrole. À ce moment, il fallait que lui puisse s'imposer. C'est après un président d'un autre pays. Et deuxième chose, quand il envoie un émissaire pour rencontrer, il dit, mais j'ai envoyé quelqu'un avec une note officielle pour remettre à mon collègue quel est le contenu de la lettre, et qu'on refuse à cette personne, c'est encore une humiliation. Pendant ce moment, vous avez besoin de la même personne. Bon, attendez, vous voulez que la personne se comporte comment? Que la personne saisisse alors? Non, c'est vrai qu'on dit, c'est vrai que oui, au début, aux yeux de tout le monde, tout le monde savait que la prise du pouvoir par la force militaire n'était pas une bonne chose, et c'était pas une chose qu'il fallait aussi accorder dans la communauté CEDEAO, et en exigence dans comment en exigence de leur loi, il y a eu des décisions qui ont été prises et d'autres pays l'ont mis en application, notamment le Bénin. Aujourd'hui, avec la levée de ces sanctions-là et que la main tendue du président Talon, je pense que les militaires devraient saisir l'occasion pour que la suite de l'histoire, que les Africains puissent comprendre, est-ce que réellement il n'y a que des terroristes ou bien des bases militaires françaises qui vont quitter le Niger
pour attaquer, qui vont quitter le Bénin pour attaquer le Niger. Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas que Patrice Talon peut héberger les militaires français aux yeux de toute la communauté africaine, que la France puisse quitter du Niger pour aller attaquer, sur quelle base, je ne sais pas, si, ou bien sous la forme terroriste, là, d'accord, mais en réalité, quand vous ouvrez votre frontière, c'est pas que la sécurité est négligée. Vous avez le contrôle de votre pays, vous assurez la sécurité de votre frontière, les renseignements sont là, et là, vous pouvez en décider à tout moment. Aujourd'hui, si on se dit que c'est Patrice Talon qui devient plus virulent, mais c'est par rapport à l'évolution de la situation que l'autre lui présente. Vous voyez tout ça? Donc, voilà, donc c'est normal. Vous dites que vous n'avez pas besoin de moi. Voilà, à un moment, il y a trop de choses de l'autre côté. C'est-à-dire qu'on a fait de trop. C'est comme on sait s'auto-suffit, on est plus fort que l'autre. Mais quand l'autre se sent humilié, c'est normal qu'il lui aussi puisse sortir les griffes. Et voilà en quoi on va arriver. Mais comme l'a dit Dieudonné, c'est les peuples qui en souffrent, parce que ces deux personnes, là, il y a quelqu'un c'est-à-dire que chacun peut rester dans son pays pour mieux vivre, mais le bas peuple qui a besoin de l'un et l'autre, c'est ce peuple-là qui va souffrir de ces situations. Alors, inutiles même. Peut-on dire qu'alors que ces trois Béninois sont comparables, ces trois Nigériens, excusez-moi, sont comparables à ces petites feuilles-là qui souffrent quand des éléphants se battent? Bah oui. C'est normal. Oui, ce sont des victimes collatérales quand même. Entre la guerre Tiani et Talon. Mais je pense qu'il est temps que cela cesse. Je crois, avec le juge d'instruction. Bon, alors, avec la comparution lundi, je pense que la raison va prévaloir beaucoup plus sur des turpitudes du droit qui ne diraient pas trop leur nom. Eric, quelque chose à ajouter? Il paye les pots cassés du combat ou de ces divergences de position entre Tiani et Talon? Personnellement, dans ma positivité, je dis que c'est peut-être cette situation-là qui va décanter la situation. Si par exemple, je me dis, si ils arrivent à s'entendre sur la libération de ces trois Nigériens-là, je crois que Talon aussi de l'autre côté va demander quelque chose, et après ce sera l'ouverture des frontières et tout cela va rentrer dans l'ordre. J'ai toujours été positif. Le problème, il faut que chacun puisse mettre de l'eau dans son vin, d'accord, pour qu'on puisse vraiment passer de cette situation. Mais je n'appelle aussi à tous les autres dirigeants qui voient ces situations. Il faut que quelqu'un puisse montrer intermédiaire ou quelqu'un, un facilitateur, pour que ces deux dirigeants puissent s'asseoir et vraiment discuter de leur coopération comme d'OTAN, pour retrouver le climat d'OTAN qui va favoriser et qui va apaiser la situation de ces deux peuples qui sont très liés, et qu'il y a les échanges qui s'effectuent à tout moment. Merci beaucoup. À vous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.